Moi personnellement, je pensais que c'était dans les pays qui seraient dans le fond du classement et au final, c'est de ceux qu'on a préférés. C'était le gros voyage de l'année dans le voyage. Oui, c'est ça. Les gens sont un petit peu moins chaleureux, d'accord? Oui. Je me dis comment, surtout toi, t'as un truc qui est... Ouais. T'as eu une découverte. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous Oh, intéresse. l'autopromo quoi. Exactement. Ça fait partie de leur folklore, mais c'est dans les points quand même négatifs. Ça peut être très impressionnant parce qu'en fait vous avez l'impression que nous ne pourrez pas traverser sans mourir. C'est une ville dans laquelle on retournera. Bah dans pas longtemps. Oui. Ça vous le verrez plus tard. Ouais. Hello! Salut! On se retrouve dans cette vidéo pour vous faire un petit bilan de notre année 2025. Petit ou un gros? Un petit, on va essayer de faire concis et rapide. Allez, c'est parti. Donc là, la dernière vidéo que vous avez vue, c'est celle d'Ayutthaya. Comme on vous le disait, nous on est rentrés en France, on s'est dit que ça serait le bon moment pour vous faire un récap parce qu'on a vu quand même pas mal de pays pour cette année 2025. Oui, on a vu beaucoup. Ouais. On a la vue d'ensemble sur une année, donc quel est le budget, l'itinéraire qu'on a fait, comment est-ce qu'on voyage et puis ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé durant cette année. Ouais. Ça peut vous donner des petites indications pour vous préparer vos futurs voyages. Ouais. Donc on va commencer par la partie itinéraire. Oui. Petit récap, nous sommes partis le 18 septembre, 2024 de France. Donc on va juste brièvement vous dire qu'en 2024, on est parti 2 mois à Bali et ensuite un mois en Thaïlande. À Bali, on a fait 1 mois à Canggu, 1 mois à Ubud. Et en Thaïlande, on a fait Chiang Mai et Chiang Rai. Et c'est des vidéos que vous avez vues bien plus tard. Mais en tout cas, là, elles ont déjà été mises sur la chaîne. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Oh, l'autopromo quoi. Exactement. Et donc, on est rentré en France pour passer les fêtes de fin d'année pendant 1 mois. Et on est reparti pour 2025. Ouais. On a commencé par 5 jours à Bangkok. Ouais. Donc là, ça a été très rapide avant de partir pour 1 mois et demi au Vietnam. Ouais. Au Vietnam, nous avons fait Hanoï, Sapa et la baie d'Along. Ouais. Je ne vais pas me répéter, mais il y a les vidéos forcément qui sont en ligne pour chacune de ces villes. Ensuite, nous sommes partis 1 mois et demi au Japon. Au Japon, oui. Et là, c'était le gros voyage de l'année dans le voyage. Oui, c'est ça. C'était plus, on va dire, les vacances. Oui. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même préciser que nous, on travaille. On est en Asie toute l'année, mais on a un travail... Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on est parti 1 mois et demi pour qu'on puisse alterner les visites et les sessions de travail. Donc on n'a pas visité pendant 1 mois et demi non-stop. Mais on a fait beaucoup de visites parce que c'était vraiment le but de ce séjour. Le Japon, oui, le découvrir. Oui. Et donc, on a fait toute une vidéo pour vous récapituler l'ensemble du voyage et vous aider vous-même à préparer votre séjour au Japon. Donc, on ne va pas tout répéter. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Mais grosso modo, au Japon, on a fait Tokyo, le mont Fuji, Kyoto, Osaka, Hiroshima. Osaka, j'essaie de me faire l'ordre. Himeji. Hiroshima, Miyajima, Himeji, Osaka avec un petit passage par Universal pour aller voir Mario et ses potes. Et ensuite Nara et on est reparti depuis Tokyo. Voilà. Ensuite quand nous sommes repartis, direction la Malaisie. Oui. Et nous avons, direction Singapour. On a fait Singapour qui est au sud de la Malaisie, qui est une ville-État indépendante. Ouais. Où là, on est resté 3 jours sur place avec uniquement 1 jour complet de visite. On est arrivé c'était un jeudi, je crois, mais peu importe. Le lendemain, on a fait les visites et le surlendemain, on est reparti direct par la frontière terrestre vers la Malaisie. Donc, du coup, on est resté 1 nuit à Johor Bahru, qui selon nous n'en vaut pas la peine. Oui, qui fait vraiment la jonction entre Singapour et la Malaisie. Et le lendemain, on est reparti direction Malacca où on est resté 2 semaines et ensuite on a repris un bus direction Kuala Lumpur où là on est resté du coup un tout petit peu plus de 2 mois avant de repartir cette fois pour l'Indonésie. Oui. Où là nous sommes restés 1 mois à Lombok. On a découvert une nouvelle île du coup puisqu'on avait fait que Bali. Oui. Et donc Lombok et on est retourné à Bali juste après. On a fait que 2 semaines de Canggu et 2 semaines à Ubud. On a fait Ubud, on aime bien Ubud, donc on est un petit passage obligé. On aime bien, on aime beaucoup, j'aime beaucoup. Oui. Et ensuite, on est reparti, donc après 2 mois en Indonésie, on est reparti direction la Thaïlande pour y rester également 2 mois. Donc on a fait 1 mois à Bangkok et 1 mois à Pattaya. Et ensuite, dernier pays, nous sommes allés au Laos. En train de nuit. Pareil, vous avez vu la vidéo. Oui. Nous sommes restés 25 jours. Oui, quasiment 1 mois. Quasiment le mois au Laos. Et ensuite, on est retourné en Thaïlande pour 1 semaine puisqu'on reprenait notre avion direction la France depuis Bangkok. C'est très facile depuis Bangkok, donc en général, c'est ce qui se passe. Oui. Voilà, là je pense qu'au niveau itinéraire, on est bon. On a fait tout le tour. Pour vous parler un peu du budget.
pour voilà, vous donner un ordre d'idée, ce que ça représente une année complète de voyage avec, n'oubliez pas, le Japon qui est inclus et qui à lui seul représente 4 300 € quelque chose à nous deux. Ça représente un budget de 4 100 € sans les avions, et si on inclut la totalité des avions, on est à 16 800 € pour nous deux pour l'année complète. Voilà. Sachant quand même, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on fait quand même petit budget, c'est-à-dire que les nuits, chaque nuit d'hôtel, on essaye de ne pas dépasser genre maximum de chez maximum les 25 € la nuit, quoi. Et encore, on était maximum. même sur 20 € l'année dernière. Donc voilà, pour des gens qui voyagent avec un budget un peu plus important, oui, parce que voilà, augmenter, donc forcément, le budget ne sera pas le même. Voilà. Et ce qu'il est aussi intéressant de noter, c'est que justement, on n'a pas réussi à tenir ce budget toute l'année. Déjà par exemple au Japon, mais certains endroits où c'était un petit peu plus de ventes, mais en fait, finalement sur l'année, ça s'est complètement équilibré et on est de mémoire quasiment à 20 € la nuit. Donc, oui, parce qu'il y a des endroits, il y a certains lieux, par exemple, typiquement à Ubud, où la nuit on a réussi à l'avoir pour quoi, 13 €. 13 € avec le petit déjeuner. Donc voilà, il y a des lieux, c'est vraiment très très bon marché, et d'autres beaucoup moins, comme Singapour par exemple, oui, pour vraiment pas une qualité de fou. Pour vous donner un ordre d'idée, histoire de pas juste vous balancer les chiffres comme ça, au niveau de notre budget global, 43% représentent les logements. Donc ça représente quand même une grosse part, voilà. 25% la nourriture quand même. Donc la nourriture, ça comprend aussi bien quand on va manger le repas du midi, du soir au restaurant, que des petits encas, des courses, des trucs comme ça, quoi. De l'eau, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a cette problématique de l'eau où on est obligé d'acheter de l'eau puisque l'eau n'est pas potable. Ouais, alors il y a des fois, on nous la fournit, ou alors il y a dans l'appartement un filtre à eau, c'est-à-dire qu'on peut actionner l'eau du robinet, elle passe par tout un système qui la filtre et donc on peut la consommer sans souci. Donc ça nous fait faire des économies. Voilà, mais c'est quand même pas la majorité. Ouais. Les avions justement représentent 16% de notre budget global, donc c'est pas énorme, mais ils tiennent quand même une place importante. Et sachant qu'on réserve longtemps à l'avance, nous aussi, on ne prend pas les avions au dernier moment. Oui. Donc ça joue aussi. Ouais. Tout le reste des transports, donc que ça soit Grab, donc pour les taxis, les vélos qu'on a loués au Mont Fuji, les bus qu'on peut prendre pour aller d'une ville à une autre, le métro, ça représente 8%. Les activités représentent 3%. On fait énormément de choses gratuites. Et au final, sur l'année, ça représente vraiment pas grand-chose ce qu'on fait en payant. Parce qu'il y a déjà beaucoup de quoi faire. Donc, ce qui veut dire que pour des personnes qui seraient un peu en tour du monde, on va dire, et dans un schéma un peu différent d'une autre, si par exemple vous partez, vous vous dites une année on fait en Asie, forcément votre budget d'activité sera sans doute plus important que le oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas déjà parce qu'on sait qu'on va y retourner par exemple l'année prochaine, et que donc on essaye de faire un budget qui se tient, et donc on se dit bon là ça ferait trop, donc on le fera l'année prochaine, c'est pas grave. Maintenant c'est sûr que si vous êtes en tour du monde, vous voulez faire tout ce que vous avez envie, donc je pense que clairement notre budget global c'est pour une et pas pour deux personnes, parce que de toute façon vous allez faire que de bouger, vous n'allez pas rester aussi longtemps que nous dans les villes, donc forcément vous allez avoir plus de transport. Sur une année ça sera un peu plus vous intensif. allez visiter tous les jours. Donc même s'il y a beaucoup de choses gratuites, il y aura forcément plus de choses payantes pour vous. En termes de nourriture, je pense que vous pouvez vous caler un peu sur le nôtre, c'est-à-dire que si vous êtes beaucoup dans des restaurants locaux, ça sera comme nous, pour la partie Asie évidemment. Donc voilà, c'est vraiment à remettre en perspective en fonction de votre manière de voyager. Les achats divers, donc là ça peut comprendre la carte SIM, des produits d'hygiène, un petit magnet de souvenirs, etc. On est à 2%. Ensuite, j'ai regroupé tout ce qui est laverie, le médical et les frais bancaires qui sont pas nombreux, mais il y en a notamment en Thaïlande, là pareil on est à 2%. Et les frais administratifs, donc le visa, 1%. Donc l'année dernière, fin 2025, parce que nous là on est en 2026. 2025, en frais admin pour les visas, on a eu l'Indonésie et le Laos. Et tout le reste, c'était en exemption de visa en tant que Français. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce type de dépenses, mais encore une fois, en fonction des pays dans lesquels vous allez, si vous avez un visa, suivant le passeport que vous avez, et puis ça peut être amené à changer, on l'a vu peut-être avec la Thaïlande. Peut-être la Thaïlande, c'est en pourparlers en ce moment, donc voilà. Ouais, ça va. On a combien là, 10 minutes. Okay. Donc là, on va passer à la partie... Attends, je vais m'attaquer le nez. Ah pardon. On va commencer... Attends. On se fait attaquer par un moustique. On va passer à la partie ce qu'on a aimé, les coups de cœur, ce qu'on a un petit peu moins aimé. On est parti sur 3 pays, vraiment, c'est fait un podium des 3 pays qui ont marqué l'année 2025. Alors du coup, grosse surprise, parce que ce qu'on a aimé quand même, c'est le Laos, qu'on a découvert, qui était... Moi personnellement, je pensais que c'était dans les pays qui seraient dans le fond du classement, et au final, c'est de ceux qu'on a préférés. Bon, il y a toujours le côté, effectivement, des paysans, mais... Les gens sont très sympas, la qualité de vie est quand même assez agréable.
C'est peut-être un petit peu plus cher, mais au final, quand on voit la qualité de vie, tout ça, c'est quand même... Moi, j'ai été très très surpris par le Laos, agréablement surpris. Je trouve que c'est là où on était vraiment le mieux. Et peu importe les villes qu'on a fait, il y avait toujours du positif. Vas-y, tu peux dire un autre pays. Juste préciser par rapport au budget du Laos, comme ça si vous prévoyez dans ce pays, ça peut vous intéresser. Ce qui était plus cher, la nourriture était un peu plus chère, mais par exemple, on a pris à Vientiane et à Vang Vieng, on avait 2 hôtels qui représentaient grosso modo la moitié de notre séjour avec le petit déjeuner, ce qui fait que ça nous laissait tout le reste du budget nourriture pour les 2 repas du midi et du soir, et en sachant que le petit déjeuner était bien copieux, en fait, on faisait pas d'encas. On faisait pas de petits goûters à 16h et donc du coup en fait le budget s'est complètement équilibré, donc au final ça n'a pas été un problème. En revanche, ce qui a fait que notre budget du mois était plus important que les autres pays, parce que je n'ai plus en tête, mais quand on divisait par le nombre de jours, là il est resté plus important. Et en fait ce qui a beaucoup joué, c'est les transports. Les transports au Laos sont très chers, dans le sens où notamment le train qu'on a pris, il vous fait gagner énormément de temps, et ça se paye, parce que du coup j'ai plus les prix exacts en tête, je les mettrai à l'écran. Mais en fait, du coup, forcément, ça a monté le budget. Ce qui s'est passé aussi, c'est que les gares, à chaque fois, étaient éloignées du centre. On ne pouvait pas y aller à pied, c'était pas possible. Donc, on a dû prendre des taxis avec Loca, donc l'équivalent de Grab du reste de l'Asie. Et pareil, ça, à chaque fois, ça nous a coûté 8-10 €. Alors oui, pour nous deux, mais ça n'empêche que, il y a plus 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc, en fait, le budget de transport, de mémoire, je crois qu'il avoisinait les 200 €. Et en fait, le budget au global de notre séjour était à peu près de 200 € plus cher que dans d'autres pays. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de comment vous voyagez à l'intérieur du pays. Si vous visitez d'autres villes, que vous privilégiez le bus parce que vous avez le temps, vous allez réduire les coûts, et peut-être que là, vous allez moins avoir cette impression de budget plus important. Mais sachez-le que si vous prévoyez de voyager en train parce que c'est plus confort, parce que c'est plus rapide, vous allez avoir un petit surplus, mais ça reste quand même très, très abordable. C'est juste que par rapport au reste de l'Asie... Au reste de l'Asie, c'est un peu plus cher. Voilà, c'est ça. Les activités, il y a énormément de choses gratuites à voir avant de passer sur du payant. Et quand on a fait des visites payantes, elles n'étaient pas excessivement chères. Donc au final, ça se fait. Ensuite, l'autre coup de cœur, sans grande surprise, le Japon évidemment. Oui, alors c'est vrai qu'il est un peu hors catégorie, mais c'est vrai que découvrir le Japon, forcément, c'était un des moments forts de 2025. Déjà, c'était un séjour qu'on devait faire en 2020. On ne vous fait pas de dessin, on n'a pas pu le faire en 2020. À cause du Covid. On voulait le refaire en 2023, si je ne me trompe pas, ou 2022, je ne sais plus. Quand les frontières ont réouvert, et en fait, le prix des billets d'avion a explosé en l'espace de 15 jours, et en fait, du coup, on n'y est pas allé. Le Japon a mis beaucoup de temps aussi à réouvrir un petit peu ses frontières. Je crois que c'était 2023, je ne me rappelle plus. On voulait y aller en 2023, ils auront ouvert fin 2022, excuse. Donc voilà, et donc du coup, enfin, on a pu le faire en 2025. Donc on l'attendait beaucoup, et c'était vraiment incroyable, parce qu'on a vraiment pu faire l'itinéraire qu'on avait préparé depuis plus longtemps. Mais là, on a pu le faire en mode ralenti, parce que sinon, on n'aurait pas passé un mois et demi. Comme on aurait fait les années précédentes. On serait resté 2 semaines et demie, 3 semaines grand max. Donc ça, c'était chouette. Et le troisième coup de cœur, qui est pour nous deux, mais beaucoup pour toi. Oui, c'est le Vietnam. Voilà. Ouais. Ah oui, le Vietnam, c'est vraiment... Je ne saurais pas comment dire, mais toutes les villes sont sympas, et je trouve que... Alors, peut-être que les gens sont un petit peu moins chaleureux, d'accord ? Oui. Mais la qualité de vie, la bouffe, elle est incroyable ici. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, au final, même si on sent que c'est beaucoup en développement, et que voilà, c'est pas encore un pays très développé, mais je trouve qu'ils sont quand même sur le bon chemin, et il y a quand même des endroits qui sont vraiment, vraiment très agréables à vivre. Voilà. Tu aimes le Vietnam ? Oui. Non, mais moi j'aime beaucoup. Ce qui peut me déranger au Vietnam, c'est la circulation, notamment à Hanoï. On en reparlera plus loin. Oui. Mais sinon, j'aime beaucoup le Vietnam aussi. Oui. On a fait une petite catégorie, les coups de cœur, mais plus que des villes ou des pays, c'est des activités qu'on a fait. Et donc, du coup, ce qu'on avait marqué, vas-y, la première. Moi, forcément, étant donné que le Japon, c'était un rêve de gosse, donc Universal, évidemment, Osaka, Nintendo World, c'était vraiment assez incroyable, c'est à faire. Voilà, si vous aimez l'univers de Mario et ses copains, c'était vraiment très chouette. Même moi qui ne suis pas du tout joueuse de jeux vidéo, c'était vraiment incroyable. Et ils ont vraiment réussi à faire un parc, on se croit dans les jeux. C'est ça, et c'est surtout, il n'y a pas vraiment d'équivalent ailleurs, donc effectivement, c'est vraiment à faire. Si vous venez au Japon, il faut le faire. Donc ça, c'est chouette. Mais ça a un budget. Ah oui, c'est sûr.
Pareil, on vous renvoie vers la vidéo, on a tout indiqué. Oui. Sinon, quelque chose, bah tiens, moi je vais dire ça. Mon gros coup de cœur, aussi bien de 2024 que de 2025, même si toi tu le partages aussi, c'est les cérémonies à Ubud, parce que du coup, on a eu la chance incroyable de tomber sur des cérémonies assez importantes, voire très importantes dans la ville d'Ubud. Voilà. Encore une fois, on a fait les 2 vidéos dessus. Je les remettrai dans la barre d'infos. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a fait avoir un coup de cœur en 2024 pour la ville d'Ubud. Donc pour Bali en général, mais vraiment pour la ville d'Ubud, parce que pour l'instant, on ne connaît pas encore suffisamment le reste de l'île. C'est prévu pour l'année prochaine, mais du coup, pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est vrai que quand on y est retourné en 2025, j'avais un peu peur finalement qu'il y ait moins ce côté spirituel et du coup d'être un peu déçue. Et au final, non, parce qu'on a encore tombé sur une cérémonie incroyable et donc du coup, ça n'a fait que renforcer mon coup de cœur pour cette ville. Donc j'espère que ça va le rester, mais moi j'aime beaucoup toute cette ambiance parce que c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. C'est qu'il y a vraiment une ambiance particulière au Ubud. Bon, les gens sont extrêmement sympas. Ah oui. Et c'est très très spirituel. C'est peut-être l'endroit le plus spirituel en fait au final. Les gens vivent par leur foi quoi, en fait. Il y a les temples, il y a toutes les offrandes qui sont journalières. Donc de toute façon, il y a ce côté-là qui en ressort tous les jours. Et il y a très souvent des cérémonies, alors avec une ampleur plus ou moins différente forcément. Ils vont pas faire ça non plus tous les jours. Mais du coup, c'est très... si vous voyagez à Bali, en fonction des villes, vous allez forcément le ressentir, vous allez le voir. Et donc du coup, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué et je trouve ça incroyable de pouvoir assister à ça. Donc du coup... Et les Balinais sont extrêmement sympas. Ah oui. Ensuite, on en a noté 2 autres. Donc on a noté la baie d'Along parce que c'était vraiment très chouette à faire. Oui, la baie d'Along, c'est quand même assez connu finalement. Il y a pas mal de gens qui connaissent et c'est vrai que c'est aussi quelque chose à faire. Ça change en fait un petit peu du reste. Et puis c'est immense, alors vous pouvez, il y a des tours qui sont organisées, mais vous pouvez, je sais pas, louer un bateau, peut-être. C'est gigantesque. Donc c'est vrai que nous, on s'est pas renseigné sur le sujet. On a fait un tour qui était organisé, donc qui était, on va dire, délimité, on va dire, c'est assez le tour classique. De base, peut-être. Mais il y a des tonnes de trucs. C'est gigantesque. Et sinon, on a noté un 4e coup de cœur que c'est vrai qu'on a bien aimé, mais moi, j'y pensais plus forcément. Le parc Himeji. Voilà, c'est ça. Retour au Japon, du coup. Mais le parc Himeji, qui a une ambiance un peu particulière. Bon, évidemment, c'était la période des cerisiers, donc c'était très joli. Mais c'est très familial. C'est très familial, il y a le calme naturel des Japonais qui ressort. Tout le monde est dans un parc et au final, il n'y a pas tant de bruit que ça, alors que c'était noir de monde. C'est la particularité du Japon, mais le parc Himeji était assez incroyable. Avec le château en arrière-plan, c'était vraiment joli. Ouais. Donc ça, c'était chouette. Donc voilà un petit peu pour les coups de cœur et forcément, c'est des endroits qu'on vous recommande. Évidemment. On vous renvoie vers les vidéos qui sont liées. Ensuite, parce que forcément, il y en a des choses qu'on a moins aimées. Surtout toi, t'as eu un truc qui est... T'as eu une découverte. C'est fort. Je vais commencer par ça. Allez, vas-y. J'ai découvert ma phobie des singes. Ça, vous l'avez vu. Si vous avez regardé plusieurs vidéos, donc il y a Monkey Forest et il y a Batu Caves à Kuala Lumpur où il y avait énormément de singes. Et cette année, on a eu aussi à Koh Lanta, mais ça vous ne l'avez pas encore vu, je vous spoil un petit peu. On a croisé quelques singes et j'étais pas du tout sereine. Sachant qu'on a quand même eu de la chance dans le sens où on n'a jamais été embêté directement par les singes. Je sais qu'il y a beaucoup de touristes, les singes viennent voler des trucs ou venir te griffer. Ils sont très chépardeurs. Nous on a plus ce problème-là. Mais c'est vrai qu'ils peuvent paraître assez impressionnants parce qu'ils sont forcément tout de suite très très nombreux. Ils sont très nombreux et en fait moi ce qui me terrifie dans l'histoire c'est qu'ils vont très vite, ils sont très vifs et en fait moi c'est ça que je n'aime pas quand des animaux sont très vifs, je peux pas avoir le contrôle sur ce qu'ils vont faire, je pense que c'est ça, c'est psychologique. Donc c'est la découverte puisque du coup tu n'avais jamais vu de singe comme ça. Non, non parce que nous quand on voit des singes ils sont dans des eaux et donc du coup ils sont derrière des barrières et forcément ils peuvent pas nous approcher donc je me suis jamais rendu compte de ça. Et donc du coup pour faire le parallèle comme ça avec les animaux on peut parler aussi des chiens errants. En Asie, ce qu'on a découvert aussi beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de chiens errants. Et donc forcément, le problème des chiens errants, c'est qu'encore une fois, ça peut potentiellement être un danger parce que des chiens qui traînent comme ça, ils peuvent être porteurs de maladies déjà. Et puis même sans parler de maladies, mais ils peuvent tout de suite devenir un peu agressifs. Et donc... à Bali, ils sont très agressifs. Si vous voyez des chiens, n'allez pas les caresser sans... non, franchement non. Parce qu'ils ont vite tendance à vous aboyer dessus, pas systématiquement. En Malaisie, je crois. En bon état, par contre, en Thaïlande, mais pas du tout. Ils passent à côté de vous sans problème, ils vous regardent. On n'a eu aucun souci en Thaïlande. Et puis donc, au Laos, de mémoire... Faites attention aux animaux sauvages. Ça pourrait être un petit peu le point négatif général de se dire que il n'y a pas de SPA, ils ne récupèrent pas les chiens errants. Donc du coup,
Voilà, faut faire attention à ça. C'est vrai que nous on se méfie beaucoup parce que malheureusement, oui c'est mignon, on aura envie d'aller les caresser, mais en fait on ne sait pas la réaction derrière parce que c'est pas le même contexte que chez nous et du coup voilà, vous faites griffer, etc. Ça peut prendre des proportions. Donc nous c'est vrai qu'on s'en approche pas. Donc voilà. Alors, ce que j'ai noté, ce qui m'a dérangé dans l'année, c'est le bruit dans certaines villes qui peut être assez dérangeant, notamment la nuit. Et donc, il est vrai qu'à certains moments, le sommeil en pâtit et sur la longue, c'est fatigant en fait. Ouais, c'est vrai que je pense que, alors peut-être qu'on prend de l'âge aussi, c'est pas possible. Évidemment. Mais c'est vrai que l'Asie, de manière générale, c'est quand même très bruyant. Ouais. Il y a beaucoup de monde, forcément. Que ce soit la circulation, mais même les gens, ça parle très fort, ça c'est toujours très très bruyant. Ouais. Et ils ne s'en rendent même pas compte, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont vecteurs de beaucoup de bruit. Et c'est vrai que trouver du calme, à part au Japon, c'est assez compliqué. Ouais. Et si vous voulez être en forme pour faire toutes vos visites, il faut bien dormir. Donc sinon, prévoyez des bouchons d'oreilles, ça marche aussi. Donc en parallèle à tout ce bruit, il y avait un autre point négatif qu'on pourrait dire, c'est lié à la circulation. Oui. Donc si vous voyagez et que vous avez des enfants, il faut quand même faire attention parce qu'ils n'ont pas de code de la route. Non. Donc ça circule n'importe comment. Les scooters sont sur les trottoirs. Donc c'est à vous de faire attention. Il faut toujours être vigilant parce que c'est. Voilà, et quand vous voulez traverser une route, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens s'arrêtent pour les piétons, parce que personne ne s'arrête. Donc en fait, il faut y aller, et donc ça peut être tout de suite source de danger. Alors ça dépend où, parce que par exemple. Mais typiquement à Hanoï. Non. Typiquement à Hanoï, c'est l'enfer, il faut regarder, vraiment faire bien attention. Donc ça peut être un petit peu dans les points. Ça fait partie de leur folklore, mais c'est dans les points quand même négatifs de se dire, il faut être vigilant. Si vous êtes surtout avec des enfants, faut faire attention. C'est ça. Mais par exemple, quand on arrive à Kuala Lumpur, on a été surpris, on a retrouvé des feux, mais eux, ils ont beaucoup plus des voitures, donc ils peuvent pas slalomer comme les scooters. C'est peut-être un peu plus quand même dans le développement. Oui, donc ça va dépendre des villes, mais c'est vrai que dans la globalité, dès qu'il y a beaucoup de scooters notamment, ça roule un peu comme des enfants. Et que ce soit des locaux ou des touristes, parce évidemment. Que les touristes sur les scooters, ils font aussi n'importe quoi. Oui. Donc d'ailleurs, je ne vais pas épiloguer, mais effectivement, j'avais indiqué dans ce que j'ai le moins aimé, c'est la circulation à Hanoï, surtout qu'au début, ça peut être très impressionnant, parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas traverser sans mourir. Donc du coup, en fait, il faut y aller. Et eux, ils ont l'habitude, ils vont slalomer entre vous, en fait, ils vont vous éviter, donc il faut essayer d'y aller comme ça et de ralentir et de ne pas y aller d'une traite et juste de vous mettre au rythme des scooters un peu en gros. Donc voilà. Et puis sinon, un peu dans la veine du bruit, c'est ce qui m'a dérangé, alors je vais prendre des pincettes sur ce que je dis évidemment, c'est les mosquées à Lombok, mais pas la mosquée en tant que telle, c'est juste le bruit du minaret, c'est ça ? Et donc les appels à la prière qui sont extrêmement bruyants. Et donc il suffit que votre hôtel soit relativement proche d'une mosquée, en fait 5 heures vous êtes réveillé et puis c'est plusieurs fois dans la journée. Donc ça peut aussi avoir un impact sur le sommeil, c'est ce qui s'est passé du coup à Lombok. On était réveillés très tôt. Oui, ils sont pas obligés de chanter à 4h45 quoi. Voilà, c'est ça. La Malaisie par exemple, étant également un pays avec des mosquées, on l'a moins ressenti. Alors je ne sais pas si on a eu du bol sur les logements qu'on a eu, mais il y a des mosquées là-bas et on ne les a pas du tout entendues. C'était vraiment les spécifique. Villes sont plus grandes, donc on était peut-être un peu plus éloignés aussi. Alors, en dernier point négatif, je pense que je rajouterais quand même, et ça vous allez le voir quand même assez vite en Asie, c'est en termes de propreté, la saleté, la pollution, que ce soit dans la ville, que ce soit dans les appartements. On sent qu'il n'y a pas du tout l'éducation sur la propreté comme on peut avoir chez nous. C'est pas les mêmes codes. Chez vous, quand c'est le printemps, vous faites votre ménage du printemps, vous nettoyez tout chez vous. Bon, ici, c'est un peu différent. Il y a quand même, je pense que leur précarité de vie ou leur simplicité de vie fait qu'ils n'accordent pas beaucoup d'intérêt à tout ce qui est ménage et tout ça. Et même on le voit, ils se douchent dans la rue directement. Enfin voilà, c'est. Oui, par exemple sur les chantiers. Tu veux dire aussi. Il faut quand même avoir conscience de ça. C'est quand même assez sale, notamment le Vietnam et d'autres pays. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont à différents niveaux, mais dans la globalité, de toute façon, encore une fois, mis à part le Japon, qui est beaucoup plus ressemblant aux États-Unis ou à l'Europe par rapport à ça. Le système de ramassage des poubelles, on sent que ils ont encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Parce qu'il y a des endroits, c'est vraiment des décharges à ciel ouvert en pleine ville. Quoi, c'est ça. Et donc, on va terminer par un top 3. Avec un petit bonus chacun. Les gens ils aiment bien les tops, on va faire un top. Voilà, c'est ça, on va faire un top 3 vraiment de ce qu'on a préféré. Et on n'a pas le même. On n'a pas le même, effectivement. On n'a pas le même. Tu veux commencer ? Alors on va commencer par le numéro 3. Donc c'est des découvertes, parce que sur 2025 forcément on a un peu tout découvert. La ville de Malacca, moi j'adore, ou Melaka, ça dépend comment on le prononce. Oui. Moi j'ai adoré cette ville, au niveau, je sais pas, de l'ambiance. En fait c'est une ville qui va pas attirer les touristes, parce qu'au final il n'y a pas forcément grand chose à y faire. Mais tout ce que tu as besoin, tu l'as très rapidement
en termes d'accès, en termes de facilité. Les gens sont très sympas, la bouffe elle était très bien. Et puis de manière générale, de toute façon la Malaisie c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que la ville de Malacca c'est une ville que j'aime bien, c'est une ville dans laquelle on retournera. Bah dans pas longtemps. Oui. Ça vous le verrez plus tard. Ouais. Et voilà, enfin, c'est surtout l'ambiance de la ville, un peu comme toi tu parlais de Ubud, je trouve que Malacca, l'ambiance est particulière. Ouais. Eh bien en fait on a le même numéro 3, voilà, donc je vais rien ajouter de plus, c'est Malacca aussi. Donc du coup en numéro 2, pour moi en fait ça vient vraiment confirmer là en 2026, puisqu'on y est revenu par rapport à 2025, je triche un peu, mais le Vietnam de manière générale, moi j'adore le Vietnam, et c'est vrai que contrairement à toi, moi j'aime quand même beaucoup Hanoï. Alors c'est le bordel Hanoï, mais c'est un bordel organisé, moi j'aime bien cette ville, j'aime bien l'ambiance, et c'est vrai que malgré le fait que effectivement les gens sont peut-être un peu moins accueillants qu'en Indonésie ou en Thaïlande, mais je sais pas, j'aime bien cette ville, et la plupart des gens sont sympas avec nous parce qu'on est sympa avec eux. Ah oui, non mais de toute façon on n'a jamais rencontré quelqu'un qui a été vraiment méchant avec nous. Non. Des fois il y a des petits, genre comme tout à l'heure... ils sont un peu froids, c'est un peu sec. Voilà, c'est ça. Mais sinon, après, personne n'a été méchant. C'est, je pense, aussi beaucoup lié à leur histoire, parce que le Vietnam est une histoire quand même difficile, forcément. Donc parce qu'en plus, on a remarqué, moi c'est le ressenti que j'ai, c'est plus les femmes que les hommes, et ça c'est quand même peu commun. Habituellement, les personnes qui sont un peu plus froides, ça va beaucoup plus être les hommes que les femmes. Les femmes ont tout de suite un contact beaucoup plus facile. Et là, c'est l'inverse, je trouve, au Vietnam. Donc, c'est complètement lié à l'histoire du pays. Donc moi, au numéro 2, j'ai mis le Laos, du coup. J'ai mis le pays dans sa globalité parce que les 3 villes qu'on a fait, j'ai beaucoup aimé. Même si je placerais Vientiane et Luang Prabang un peu plus haut que Vang Vieng par exemple. Ouais, Luang Prabang c'est vraiment la surprise parce que c'est quand même une ville qui est éloignée de la capitale, on est quand même dans le nord du pays, on est dans un climat qui est un petit peu plus frais aussi. Et donc ça pourrait être surprenant, et au final c'est vraiment une ville qui est assez incroyable. Pareil, c'est une ville qui est en plein développement, il y a beaucoup de choses à faire, à voir. C'était l'ancienne capitale du Laos du coup, donc encore une fois, ça a un impact. les gens ils sont très sympas, et puis la qualité de la nourriture, la qualité de vie, Luang Prabang c'est vraiment une sacrée surprise. Et Vientiane c'était vraiment... Vientiane c'était très bien aussi. Vraiment très bien. Mais c'est bien. plus la capitale, donc il y a plus de monde, plus voilà. Mais c'est vrai que du coup je me souviens, on allait manger le midi dans un petit restaurant vraiment local. Qui était tenu par les jeunes filles là. Exactement, elles étaient adorables, et du coup elles ont bien vite compris qu'on revenait tous les jours. Oui, on y allait très On y allait tous les jours pendant 10 jours, et donc du coup tout de suite dès qu'on arrivait, elles étaient souriantes, elles étaient contentes. Et du coup ça c'est bien aussi quand vous voyagez lentement, de retourner souvent dans les mêmes endroits, parce que du coup les locaux après, même s'il n'y a pas beaucoup d'échanges parce que la communication est difficile avec la barrière de la langue, s'ils ne parlent pas anglais, notamment au Laos, du coup mine de rien ils vous connaissent un peu, et en fait ils sont toujours très agréablement surpris, et ils sont contents en fait de vous revoir et de voir que vous venez dans leur établissement. Et donc du coup nous plusieurs fois c'est arrivé, alors pas dans ce restaurant là je crois pas, mais ailleurs, qu'on arrive on nous offre une assiette de fruits ou quelque chose, c'est vrai. Voilà, et on est toujours surpris, mais au final je pense que eux c'est un peu leur manière de nous dire merci de venir aussi souvent. Ça fidélise la clientèle. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, parce qu'on revient d'autant plus. Et en premier, au final, il n'y a pas vraiment de le classement, on dit que c'est un top 3, mais un peu biaisé parce qu'on aime un peu tout. Mais... Bah oui. Vas-y, je te laisse... Alors moi je dirais qu'il y a quand même un truc qui est un petit peu à part, c'est par rapport au Japon. Ah bah oui, évidemment. Forcément, le Japon est hors catégorie parce que c'est un pays développé, donc il ne joue pas dans la même cour, donc on va dire que celui-là on ne le met pas dans le top 3, mais il y aurait été, ça c'est sûr. Maintenant, on vient d'en parler, mais moi je dirais Luang Prabang. Luang Prabang c'est vraiment une ville un petit peu coup de cœur, parce que encore une fois le Laos m'a surpris, parce que je m'attendais à un pays déjà beaucoup moins développé. Déjà j'ai été surpris par ça. La qualité de vie elle est assez incroyable, et puis la ville de Luang Prabang c'est une ville qui est à la fois développée, alors il y a quand même beaucoup de monde, mais c'est assez calme. Il y a tout sur place, vous avez vraiment tout, vous pouvez tout faire à pied, ça c'est vraiment très facile à vivre. Et puis vous avez c'est tout bête, mais les trottoirs ils sont en super état, donc quand vous marchez, il n'y a pas de souci. Alors qu'il y a pas mal de villes, d'autres villes où c'est un peu plus l'aventure. Donc Luang Prabang c'est vraiment la grosse surprise de l'année. Je pense que et c'est évidemment un endroit où on reviendra, même si le Laos c'est plus compliqué entre guillemets d'accès, parce que déjà il y a un visa à payer, et puis voilà. Mais... Et par exemple, j'ai vu récemment en regardant sur internet, sur différents blogs, il n'y a pas de vol direct depuis la France, de vol depuis la France. Pour aller directement pour aller au Laos. Pour aller au Laos, oui. On est obligé de passer par exemple par Bangkok. Par exemple, ou peut-être par Hanoï, voilà. Donc forcément, tout de suite, ça rend les choses plus compliquées. C'est ce qui explique aussi pourquoi il y a moins de touristes qu'en Thaïlande, parce que Thaïlande, de toute façon, Bangkok, c'est très facile d'accès. De toute façon, typiquement, par exemple, les touristes français, on sait qu'on en voit beaucoup, évidemment sur Bali ou en Thaïlande.
Maintenant, c'est sûr que quand on est arrivé au Laos, des touristes français, il n'y en a quasiment pas en fait. Mais on en a croisé. On en a croisé dans le bus là. Oui. Mais bon, on voit bien que d'un point de vue touristique, ça change. Par exemple, du côté du Laos, il y a beaucoup de touristes chinois. Ça, on l'a vu. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment très très marqué. Vous avez l'écart de Chinois qui arrivent, ils sont 30, 40 pour venir. Voilà, on voit que d'un pays à l'autre, vu comment ils se développent tous d'une manière différente, ça attire un public forcément différent. Donc avec la ligne de train chinoise, forcément ils ont un accès facilité aussi. C'est juste au-dessus, donc au nord. Donc du coup forcément c'est très simple. Ils sont limitrophes, donc c'est beaucoup plus simple. Ouais. Tu as fini de ce que tu voulais dire pour l'Empereur Prabang, qui serait en fait mon numéro 1. Et puis évidemment on avait parlé de Tokyo. On s'était mis un petit joker. Oui, du Japon qui serait dans le top 3. Alors on ne met pas dans le top 3, mais évidemment le Japon, je pense que c'est le rêve de beaucoup de Français d'aller au Japon. On l'a fait, on ne peut que vous encourager d'aller au Japon, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Et moi en premier, j'ai mis Ubud. Je ne vais pas me réétaler dessus, mais c'est exactement pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les Ubudiens, n'importe quoi, les Balinais. Et puis sont très surtout l'ambiance générale. L'ambiance à Ubud sur l'île de Bali, mais à Ubud c'est plutôt tranquille. Les gens ils sont assez calmes, il ne faut pas les brusquer, ils vivent à un rythme tranquille. Mais du coup c'est très plaisant. Ouais. Et alors ça ne veut pas dire que il n'y ait pas du bruit, parce que là aussi la circulation est assez folklorique. Il y a énormément de scooters, il y a énormément de monde, que ce soit des locaux et même des touristes. Les trottoirs ne sont pas toujours grands, praticables facilement. Je pense que les chantiers dans cet endroit-là sont plus difficilement, ils sont moins bien organisés que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Typiquement ce qu'on a vu au Vietnam, où tout de suite on voit que ils n'ont pas peur de construire des tours, tout ça. On voit que sur l'île de Bali, c'est pas du tout ça. Ce sont des petits chantiers. Ils ont des échafaudages en bambou. Maisons, on sent qu'ils n'ont pas forcément les ressources pour faire des gros buildings. Et donc du coup, c'est ce qui donne un petit peu le charme et l'ambiance de la ville. Et les normes de sécurité, on n'en parle pas, mais sinon c'est... Mais en tout cas, les Balinais sont extrêmement gentils. Et puis encore une fois, le côté spiritualité, les temples, les cérémonies, moi je sais que j'adore. Et du coup, par exemple, à Canggu, c'est quelque chose qui n'est Enfin, nous, on l'a pas vu. Ah oui, c'est pas du tout aussi présent. Les petites offrandes, oui, mais les cérémonies, non, on n'en a pas vu à Canggu. On pense qu'il faut s'éloigner parce que Canggu a un côté ultra touristique. Pour le coup, c'est un tourisme qui est différent de celui du Ubud. Il est très fête, la plage, etc. Donc ça, moi, je sais que ça me plaît pas. C'est le tourisme de masse, à Canggu. Après, c'est complètement différent. Oui. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que je préfère largement la ville d'Ubud. Et sinon, un petit bonus, moi, au niveau du Japon, j'ai marqué le mont Fuji parce que vraiment, je voulais aller voir le mont Fuji si on allait au Japon. On a pu y aller. Donc, et en plus, on a eu un très beau week-end. Oui, et qui est facile d'accès par rapport à Tokyo. Ah oui. Donc, si vous arrivez, il y a de grandes chances que si vous débarquez au Japon pour la première fois, vous allez faire Tokyo. Et donc, le mont Fuji, il est quand même pas très loin. Alors après, ça a un coût de voyager au Japon. Ça, on vous l'avait expliqué. Mais je pense que si vous vous y mettez sur, on va dire, plusieurs années pour vous constituer le budget pour le Japon, vous allez sans doute bien kiffer. Ouais. Sur l'année 2025, parce qu'il faut qu'on conclue cette vidéo qui a que trop longuement duré. Qu'est-ce qu'on peut dire pour notre première année comme ça en termes de digital nomade? Alors je sais pas si on est vraiment digital nomade, mais sur toute l'année 2025, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile? Est-ce qu'on encourage les gens à faire comme nous? Oui, alors. Ouais, c'est pas évident, hein. Oui. Qu'est-ce qui est difficile? Alors en fait, c'est le fait de bouger très souvent. Ouais. Et ça, on s'en rend compte d'autant plus en cette année 2026. En 2025, ça allait encore, même si on commence à le ressentir. C'est qu'en fait, il faut rester longtemps. Enfin, il faut. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est rester longtemps sur place, dans le sens où toujours s'adapter à un environnement qui change, c'est ultra fatigant parce qu'il faut... forcément, ça prend du temps de chercher les logements dans les nouveaux endroits où vous allez aller. Il y a toujours un temps d'adaptation, vous allez toujours perdre les 3-4 premiers jours, le temps de se remettre, tout ça. Donc, plus vous allez avoir un séjour long après... sur une destination, et donc mieux ça diluera un petit peu votre fatigue, tout ça, et de réussir à prendre un rythme, parce que effectivement, il faut qu'on travaille aussi. Donc, quand vous cherchez à avoir une activité professionnelle mais que vous bougez tous les 3 jours, vous comprenez bien que c'est trop compliqué. Quand vous arrivez dans un nouvel endroit, vous allez chercher où manger, ou faire des courses, ou retirer de l'argent. Dans quelle banque retirer de l'argent pour voir s'il y a des banques où il y a des frais ou il n'y a pas de frais. Les visites que vous allez vouloir faire dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. Une laverie, parce que peut-être que dans votre logement, vous n'allez pas avoir de machine à laver et que du coup, une fois dans votre mois, laver vos fringues à la machine, ça serait quand même pas mal que de les laver à la main. Des fois, ça arrive. Ça peut faciliter. Donc en fait, c'est tout un tas de petites choses qui, pris comme ça, on se dirait oui, ça prend pas longtemps, mais en fait, la répétition fait qu'à la longue, ça peut devenir fatigant, usant. Donc le premier conseil, ça serait si vous faites de rester longtemps, un style de vie comme nous, c'est de rester un peu plus longtemps, d'allonger vos séjours.
Et on va dire, allez, minimum peut-être 3 semaines, je dirais, mais peut-être pas en dessous. Quoi. Quand vous changez toutes les 2 semaines. Et franchement encore, parce que nous on a fait des rythmes de 2 semaines et là c'est... un peu fatigant. Mais c'est sûr que si vous faites un mois, un mois ça va, si vous pouvez faire un peu plus. Oui, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que après ça va dépendre du rythme que vous prenez. Mais c'est vrai que nous, on essaye, parce qu'on s'est rendu compte que c'est finalement ce qui nous allait le mieux, travailler la semaine et faire les visites le week-end. Mais si vous gardez ce rythme-là, en fait de rester 2 semaines, vous allez avoir qu'un week-end sur place. Et donc en fait, vous n'allez jamais ralentir, vous poser, vous allez travailler, visiter, travailler, vous repartez. Et donc en fait, on ne s'arrête jamais. Donc même 3 semaines, je trouve que c'est un peu juste. Mais c'est déjà un peu plus confortable. Et puis le mieux c'est 1 mois, voire 1 mois et demi, parce que là, par exemple, comme Da Nang, on a eu là 2-3 week-ends où vraiment on est resté tranquillou, à se reposer, à faire nos petites occupations, sans forcément se dire ok, faut qu'on visite ça, faut qu'on visite ça, parce que la semaine prochaine on repart. Essayez d'anticiper le plus possible par rapport à tout ce qui est administration française, par rapport à votre banque, par rapport à votre opérateur de téléphone. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de garder un téléphone en France avec un abonnement chez Free à 2 €, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ce qui nous permet quand même de garder un numéro français, parce que vous le savez, on est dans un monde numérique. Il y a beaucoup d'organismes qui vous demandent de confirmer par un numéro de téléphone et le problème, c'est que... C'est bloqué. C'est la double authentification par SMS en fait. Ouais, la double authentification par SMS, elle ne fonctionne pas à l'international. Non. En fait, vous n'allez pas recevoir les SMS. Donc ça, c'était vraiment un gros problème. Ouais. Donc on a réussi à le régler en partie en laissant un téléphone en France qui est disponible dans notre famille et quand ils reçoivent un SMS, ils nous transmettent l'information. C'est ça. Mais voilà, ça c'est une petite chose, mais ça peut quand même vous faciliter la vie quand vous êtes longtemps à l'étranger. Tout ce qui est démarche administrative, tout de suite ça peut vite être compliqué si vous n'avez pas un téléphone quelque part, ou en tout cas un numéro, ou le numéro de quelqu'un, si vous avez un proche, de transmettre ce numéro-là, parce qu'en fait, au final, ça peut vite être compliqué. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses, de double authentification qu'on a réussi à faire par email, par exemple, ou alors avec, tu sais, les applications double authenticator. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a quelques récalcitrants qui, non, c'est par SMS, et donc là, en fait, on était vraiment bloqués. En fait, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais de problème si vous voyagez pour vos vacances, vous partez 3 semaines, 1 mois, vous n'aurez pas cette problématique-là. Mais quand vous partez 6 mois à l'étranger, que vous partez 1 an à l'étranger, au final, le moindre truc, vous voulez vous connecter à votre banque, on vous dit pour vous connecter, il faut valider par SMS. Si vous n'avez pas anticipé ça, vous n'avez pas accès à votre banque de l'année. Ou alors, des fois aussi, ce qu'on a vu, c'est que vous êtes déjà connecté plusieurs fois sur le site de l'organisme en question. Et en fait, un jour, on ne sait pas pourquoi, là, il veut une double authentification parce qu'il ne reconnaît pas l'adresse IP, parce qu'il ne reconnaît pas le navigateur. Et là, ça vous bloque votre accès tant que vous n'avez pas validé. Et si vous n'avez pas de numéro de téléphone qui est actif, et c'est toujours un SMS, et c'est très chiant. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est pour ça qu'on a décidé de laisser cette carte SIM disponible pour nous dépanner, parce que c'est peu de sites qui sont concernés, mais le peu, en fait, c'était vraiment des choses problématiques. Donc ça, c'est un autre type, c'est important à y penser avant de partir. Et ça, nous, on ne savait pas. On ne savait pas quand on est parti au début. On n'avait jamais entendu les gens en parler, donc voilà. Si ça peut en aider ne serait-ce que quelques-uns, c'est toujours ça de prix. C'est ça. Sinon, un conseil aussi auquel je suis en train de penser, c'est que nous, et là, je remercie Ocebo, si jamais un jour il passe par là, c'est qu'ils ont donné le conseil de prendre une rallonge, mais vous savez, les rallonges toutes simples, je vous incrusterai l'image à l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, mais ici en Asie, les prises, elles peuvent être à littéralement 1 mètre du sol. Et en fait, quand vous êtes par exemple avec votre ordinateur et que vous avez votre chargeur, vous avez les blocs de charge, histoire d'alléger votre sac, et bien en fait c'est assez lourd, et du coup les prises qui sont seulement avec deux branches, en fait, prévoyez ça tient vraiment pas, une rallonge. Si vous êtes en digital nomade, ne vous dites pas ça suffira avec mon bloc prise, prenez une multiprise, prenez une rallonge. Et là après vous pouvez tout brancher, c'est posé au sol, et depuis qu'on l'a, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, je pense qu'on a fait pas mal de tours de cette année. Les petits tips, ça va les aider. Voilà. 2025. Ils ont notre ressenti des différentes destinations. Donc nous, on est très contents d'avoir ce rythme. Pour l'instant, on le garde. C'est pas prévu qu'on change. Non. Juste voilà, on ralentit un peu pour rester plus longtemps aux mêmes endroits. Oui, sur 2026. Voilà, quitte à faire potentiellement une seule ville ou 2 par pays, mais c'est pas grave. Ça permet d'avoir un rythme beaucoup plus reposé. Et puis voilà, on espère en tout cas que ça a pu vous aider, et puis que vous avez pris plaisir à voir les vidéos de 2025. Parce que nous, rattraper là tout de suite. Voilà, parce que nous, il y a eu plein de chouettes endroits qu'on a découverts pour la première fois et qui étaient vraiment
qui était vraiment incroyable, qui méritait le coup d'œil. Ouais, nous ça nous donne envie de continuer, mais du coup cette année 2025 elle est bien enrichissante parce que forcément on a fait des petites erreurs qu'on ne fera pas sur 2026, donc ça va encore plus améliorer la qualité de notre vie ici quoi. Ouais. Donc on ne regrette pas, on continue quoi. Oh bah oui. Hein. Ouais. Donc si vous avez la moindre question que vous envisagez d'avoir un rythme comme ça prochainement, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Si on peut vous aider, ça sera avec plaisir. Et puis on espère que sinon les quelques informations qu'on a données, autant les conseils que sur les pays en règle générale, ça vous aide aussi. Il faudra peut-être qu'on prévoie une vidéo par rapport à nos sacs à dos, ça pourrait intéresser. Ah oui, on peut effectivement faire ça prochainement, de vous montrer un peu les choses intéressantes. Hein. On va pas vous montrer... Par les slips, mais... Voilà, par exemple. Ça, évidemment, vous en prenez. Mais il peut y avoir des choses intéressantes aussi à dire sur les sacs à dos. Ouais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à l'indiquer. Et puis on va terminer ici. Ouais. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous souhaite une bonne journée. Salut. Salut.